Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Microclimat. Cette fois-ci, j'ai eu le plaisir d'accueillir Césarine et Riwal pour parler de la campagne Le pétrole tue. Ils et elles aborderont son origine, sa stratégie et ses buts, et comment elle s'inscrit dans une démarche non violente. L'épisode parlera aussi de notre dépendance au pétrole en tant que société, ce qu'elle provoque et comment s'en défaire. Alors je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Riwal et Césarine dans cet épisode. Merci beaucoup d'être là. Je suis très contente que vous puissiez nous parler de la campagne Le pétrole tue. Riwal, toi tu co-coordonnes le cercle de travail du pétrole tue et tu es notamment responsable d'une des phases d'action pour le printemps d'action. Et Césarine, tu es aussi dans le cercle de la campagne et actuellement tu travailles notamment dans le recrutement mais aussi dans l'organisation de certaines actions. Et les deux, vous avez pris part aux actions de l'automne passé. On va commencer avec quelques questions pour permettre de vous connaître un petit peu plus. Donc je vais vous poser quelques questions et vous me dites en gros ce qui vous correspond le mieux par rapport à la question. Donc si vous étiez un message ou un slogan en particulier de la campagne, ce serait lequel ? Celui de la campagne. Tu veux peut-être le rappeler ? Le pétrole tue, sortons de la dépendance. Ok, très bien. Si vous étiez un aspect de la lutte contre le pétrole, donc contre la voiture, le plastique, l'avion, l'énergie. Moi, je pense que ce serait surtout l'aviation, de mon côté, ouais. Ouais, le secteur de la mobilité, il me saoule vraiment ensuite. Et particulièrement les voitures au quotidien, parce que je suis confronté à elles vraiment tout le temps. Ensuite, si vous étiez une alternative au pétrole, donc un mode de déplacement en particulier, un matériau, un outil. Le vélo. J'aurais aussi dit le vélo. Trop bien. Et puis finalement, un rôle dans les actions. Donc fourmis, coccinelles, scarabées. Et puis juste peut-être préciser ce que c'est pour les gens qui connaîtraient pas forcément les différents rôles. Moi, je pense que j'aurais dit scarabée. Du coup, les scarabées, c'est les personnes qui prennent vraiment part aux actions concrètement. Généralement, c'est les personnes qu'on voit le plus visuellement. Donc, ils sont un peu au premier plan. Et c'est ce que j'aime bien faire en général. J'aurais aussi dit scarabée parce que c'est le rôle que je prends le plus souvent. Mais après, en général, j'apprécie faire les autres choses, juste c'est plus dur, en fait. Et mouche, par exemple, c'est eux qui vont prendre les photos vidéos. Coccinelle pour les gens qui vont s'adresser aux personnes qui environnent l'action pour les prévenir, désescalader, diminuer les tensions. Puis fourmis pour toutes les choses qui se font derrière les caméras, préparer la nourriture, réserver une salle, tout ça. Mais ouais, plutôt scarabée. Super, merci beaucoup. Premièrement, pour mettre un peu de contexte, est-ce que vous pouvez expliquer un peu en général ce que c'est la campagne Le pétrole tue, mais un peu comment elle est née, son but, et puis comment vous allez vous y prendre, les différentes phases, et puis un peu actuellement ce qui est en cours. L'idée de la campagne, elle a émergé l'année passée. Et puis, c'est quelqu'un du mouvement qui voulait du coup lancer une nouvelle campagne. Et puis, on s'est dit que le pétrole, c'était quand même quelque chose qui nous entourait tous et qui était donc un sujet important. Et donc, l'idée, c'était de cibler 13 entreprises pétrolières en Suisse et puis de leur adresser une demande qui était du coup de mettre des stickers comme ceux qu'on voit sur les paquets de cigarettes, fumée tue, de mettre le même type de stickers sur leur station essence, dans les pompes, sur les pompes à essence. D'ailleurs, il y a un sticker ici. Voilà. Et du coup, on leur a adressé des lettres pour leur demander ça. Et c'était un peu une première étape pour essayer d'entrer dans ce secteur. Et puis voilà. Je sais pas si tu veux en parler. Ouais. Mais pour le début de la campagne, je rajouterais que ça répondait à un besoin qui est que ACNAV à l'origine venait des campagnes Renovate et Liberate Switzerland, sur lesquelles on a tiré des apprentissages. Et sur 2024, il y a eu un peu un temps mort, on va dire, de réflexion, d'adaptation. On a beaucoup fait de travail pour empouvoirer les gens
Mhm. Mais je crois qu'il y avait vraiment le besoin de recréer une campagne et quelque chose de central autour duquel les gens pourraient s'organiser et lutter ensemble. Du coup, on s'est dit revenir aux bases, en fait, les sources d'énergie qui restent quand même les sources principales de la crise climatique. C'est important. Et voilà, donc on a travaillé là-dessus et en amont aussi pour créer ce message autour de la dépendance. On a consulté des spécialistes de l'addiction, notamment quelqu'un qui était spécialiste de l'addiction au tabac, pour aussi tirer les parallèles, parce que scientifiquement, il y a des parallèles qui sont énormes du point de vue systémique, mais après, au niveau individuel, c'est évidemment très différent. Mhm. Et on a vu qu'en fait, ça jouait très bien, mais on a quand même choisi le mot dépendance sur addiction pour éviter la confusion. Mhm. Le mot dépendance, c'est vraiment pour souligner que on a une dépendance vraiment collective, sociétale à ce produit-là. Et donc c'est surtout ça l'idée principale de la campagne. Et en fait, elle se décline au fur et à mesure. Il n'y avait pas forcément une idée précise dès le départ de toutes les étapes. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Mhm. De voir au fur et à mesure comment ça se construit. Donc ouais. Mhm. Et donc, quand tu parles justement de cette dépendance, qu'est-ce que c'est le lien entre la Suisse et faire cette campagne ici particulièrement? On est quand même un pays très riche, donc on a aussi un certain confort. Et ce confort, il permet aussi de consommer plus. Et du coup, il y a un lien aussi comme ça qui se crée. Voilà. Et je rajouterais que la Suisse, quand même, c'est une plaque tournante des matières premières Mhm. et qu'elle héberge des sociétés de négoce qui respectent pas les droits humains. Enfin, c'est tout con, mais juste par exemple, Eni, Shell ou Total, qui sont des entreprises qui peuvent vendre des produits en Suisse ou vendre des services qui sont liés à leurs produits en Suisse. Ça reste des entreprises qui ont recouru au meurtre à l'étranger Mhm. ou qui ont pollué des zones énormes, qui ont pollué des zones ici même. Enfin, Tamoil, par exemple, en Valais, ont quand même pollué toute une zone à Montaix. Ils sont toujours pas inculpés pour ça, ils peuvent toujours vendre leurs produits sans problème. Donc, c'est très pertinent à mon avis. Mhm. Peut-être par rapport à vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a motivé à venir dans cette campagne, à vous y engager, et puis pourquoi avoir choisi cette lutte plutôt qu'une autre? Bah, c'est pas possible de pas m'engager pour quelque chose qui est en lien avec le climat, parce que c'est vraiment la crise existentielle qui est la plus importante à mes yeux, et je pense qu'il faut vraiment concentrer nos efforts sur la crise climatique. Enfin, on parle quand même de quelque chose qui est scientifiquement prouvé, qui risque d'exterminer un tiers de l'humanité, alors que je serais encore peut-être là en vie, enfin si je fais pas partie des gens exterminés. Donc c'est quand même un truc qui est genre vital. En fait, si on n'agit pas là-dessus, on est vraiment dans la merde. Du coup, ouais. Je me vois pas faire autre chose. Et pourquoi pas dans un autre mouvement ou avec d'autres techniques. Parce que ça fait des décennies que il y a des choses qui se font dans les institutions et qui permettent pas d'arriver au but souhaité. Et il y a tout le temps des trahisons, des déceptions qui sont accomplies dans les institutions. Et moi, je suis complètement frustré de ça. J'ai envie de m'en émanciper. J'ai aussi envie de faire d'autres choses qui sont limitées par les institutions. Donc la désobéissance civile, par exemple, qui est donc illégale par définition. Et aussi c'est toute cette volonté de structurer une campagne autour de la non-violence et en fait d'avoir un truc très clair, on sait où on va. Et alors en même temps c'est pas évidemment parce que ça va dépendre des réponses qu'on reçoit et tout, mais on sait qu'on va de l'information à la négociation, à l'action, à la réconciliation. Et nous on vise vraiment ça et ça donne un cadre, je pense, qui est très fort aussi symboliquement. Et du coup moi ça me motive beaucoup d'avancer là-dedans. Oui, je te rejoins tout à fait. Ouais, pour moi, ça répondait vraiment à un besoin d'agir en fait. Et puis cette campagne, elle faisait du sens pour moi. Et puis, je crois que c'est un sujet qui nous touche tous, donc c'est difficile de pas être impacté par ça. Et comme tu disais, cette campagne, elle suit vraiment les étapes de la non-violence qui ont été décrites par Martin Luther King. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de le faire et ça a beaucoup de sens en fait. Et c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça juste parce que ça nous amuse, il y a vraiment une réflexion derrière. Et je crois que c'est surtout ça qui m'a attirée en fait, le fait qu'il y ait vraiment une réflexion profonde et puis qu'on construise quelque chose tous ensemble
dans sa campagne. Donc, ouais. Pour moi, c'est très empouvoirant, je crois, de participer à ça. Tu parles justement de ces étapes de la non-violence. C'est vrai que de l'extérieur, certains mouvements pour le climat peuvent paraître, je sais pas, juste désobéir pour désobéir, ou par rapport à la campagne et aux entreprises pétrolières, qu'est-ce qui est établi justement pour pouvoir respecter ces étapes et pas juste aller les embêter dans leur bureau sans préavis. Bah, c'est vrai qu'en fait, ce qu'on voit souvent, c'est du coup les actions, c'est très visible. Mais il y a eu tout un travail en amont. Du coup, la campagne, elle a commencé officiellement en septembre. Puis du coup, on a envoyé ces lettres à ces 13 entreprises. On a choisi les 13 entreprises qui étaient les plus grandes, voilà, en Suisse. Et puis on a envoyé des lettres pour leur demander de considérer notre demande, mais surtout juste avoir un dialogue en fait. Et la majorité d'entre elles ne nous ont pas répondu. Il y a eu quelques réponses, mais c'était après avoir renvoyé un rappel. Donc voilà, il y a vraiment une volonté de d'abord envoyer une lettre pour vraiment entrer en dialogue. Et puis du coup, après, il y a eu la phase d'action. C'était en décembre-janvier, où du coup, parmi les entreprises qui nous avaient pas répondu, on a décidé de faire des actions pour leur demander de réagir à notre courrier. Et pour ça, on était déjà allé sur place. Donc voilà, il y a vraiment eu pas mal de tentatives de juste essayer d'entrer en contact. Qui, voilà, pour une partie n'a pas été très fructueuse. Et puis pour d'autres entreprises, du coup, on a réussi à entrer en négociation. Et du coup, pour ça, on a des gens qui sont en charge de aller discuter avec les CEO de ces entreprises. Et puis l'idée, c'est de essayer de leur proposer notre idée, et puis essayer de juste discuter, et puis voir comment on peut avancer sur cette demande. Donc voilà. Donc il y a vraiment du travail de dialogue, et c'est pas juste aller dans des bureaux, mettre une sonnette d'alarme et puis déranger tout le monde, quoi. Là, c'est intéressant, comme tu disais, qu'on voit beaucoup les actions, mais en fait que c'est vraiment une minorité de notre travail, puis de votre travail, notamment de la campagne. C'est qu'il y a plutôt un travail d'établir du dialogue, et que c'est pas une volonté juste de nuire et d'aller embêter les entreprises. Ouais. Je voulais revenir un peu sur la communication de la campagne aussi. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, Riwal. Donc un des objectifs concrets de la campagne, voire le principal, c'est que les stations essence en Suisse mettent les stickers d'avertissement sur les pompes à essence. Donc on voit clairement le rapprochement avec les avertissements sur les paquets de cigarettes. Donc pourquoi ce choix de communication? Déjà, t'as un peu parlé du lien, mais peut-être pourquoi ce choix et pas un autre, et puis quel est l'impact espéré peut-être dans la compréhension du public d'avoir ces stickers précisément, et d'avoir cette communication très proche de celle du tabac. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse à la question. Une première, c'est le constat que les campagnes antitabagistes ont été marquées de succès. Enfin, il y a vraiment eu un réel déclin de la consommation de tabac grâce aux réussites de ces campagnes, et qui passe entre autres par l'application de ces avertissements sur les paquets de cigarettes à la vente. Du coup, il y a la volonté de s'inspirer de ça. Il y a le côté très visuel aussi. Les stickers, on a repris en fait les mêmes éléments visuels. Et en fait, c'est de se rappeler qu'en fait la demande, elle est très très simple au fond. C'est juste dire la vérité. Et c'est ça en fait. Fumer tue, le pétrole tue. C'est juste vrai. Le pétrole va probablement tuer 4 milliards de personnes d'ici la fin du siècle. Voilà, le pétrole crée des catastrophes climatiques. Nous, on veut juste dire la vérité. Et là où je pense que dans la communication, on a quelque chose qui est très intéressant, c'est que pour dépasser en fait la simple culpabilisation du consommateur, on a été capable en fait d'aller plus loin et de proposer des sorties de la dépendance aux gens qui existent déjà en fait, parce que on a plein de choses qui existent pour sortir de la dépendance au pétrole aujourd'hui en Suisse. Donc on a ces QR codes qui sont rajoutés aux stickers, qui permettent aux gens directement de pouvoir faire des changements
pour sortir de la dépendance au pétrole. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait comment les entreprises, elles intègrent aussi cette sortie de la dépendance, parce qu'évidemment, leurs intérêts économiques ne vont pas dans le sens de cette sortie. En fait, c'est l'idée de chercher une première victoire. C'est une victoire d'étape. Je sais pas, c'est comme un championnat. C'est un truc, quoi. Et moi, j'ai absolument pas envie, dans mes idées, que les entreprises puissent continuer à vendre leurs produits éternellement. Et je pense que ce qui est nécessaire, c'est déjà qu'elles soient honnêtes sur les conséquences de ce qu'elles vendent. Donc c'est juste pas possible de vendre des trucs et de dire aux gens en fait ah non c'est pas cancérigène, c'est pas en fait si tu dois dire sur ce que tu vends, c'est le minimum d'intégrité qu'on peut leur demander. Donc déjà ça c'est quelque chose à faire et ensuite bah après évidemment faut que ces entreprises on puisse les accompagner dans des modèles économiques différents, qu'elles puissent aussi se renouveler complètement, voire abandonner leurs activités. Ça c'est quelque chose à très long terme, mais ce qu'on constate c'est qu'il y a juste même pas cette vérité, donc les entreprises pour l'instant, elles sont encore au stade de faire du greenwashing et de la propagande et des mensonges. Donc, c'était le minimum de commencer par là. Tu disais juste là que le but c'est de pouvoir accompagner les entreprises vers des modèles économiques différents. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont parlé du fait qu'elles investissaient notamment dans les biocarburants ou les carburants de synthèse. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit quand tu parles de changer de modèle ou tu penses à autre chose parce que c'est vrai qu'on constate que c'est pas forcément une solution plus respectueuse de l'environnement que du pétrole. Oui, alors en effet, je pense à autre chose. C'est prouvé depuis longtemps aussi que les biocarburants ne sont pas du tout une solution à la mobilité fossile parce que c'est extrêmement problématique du point de vue de la biodiversité, par exemple, ou de l'utilisation des sols. Au mieux, je pourrais voir ça comme une solution complémentaire dans un monde où il resterait des services d'urgence qui nécessiteraient une mobilité rapide. Ou peut-être là, ça pourrait être utilisé, mais c'est évidemment pas une solution généralisable à la société qui utilise la mobilité telle qu'elle le fait aujourd'hui. Donc non, c'est vraiment en fait changer d'activité drastiquement. Et c'est ça qu'on aimerait voir, c'est en fait qu'il y ait des prises de position vers ces changements, de dire en fait nous on veut changer aussi en tant qu'entreprise, mais juste on n'en a pas les moyens. Et je sais pas, ça me fait penser par exemple, je crois en France, il y avait quelqu'un qui était pilote chez Airbus et qui s'est rendu compte à quel point c'est catastrophique l'aviation pour la crise climatique, pour la santé des gens, et qui a démissionné. C'est quelque chose d'hyper courageux de démissionner, je pense. Quand on arrive à des prises de position de ce type et qu'on est en mesure d'accompagner les gens et de sortir de ces emplois en fait qui nuisent à la société, ce serait quelque chose de très fort. Et juste pour revenir sur la communication par rapport à l'effet que ça peut avoir sur le public, Césarine, est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu vois un peu ce que la campagne veut faire comprendre ou veut transmettre au public par sa communication? Je pense que tu as soulevé un élément important. Le but, c'est pas de rentrer dans une culpabilisation un peu grignotante chez tout le monde. Enfin, on est tous dépendants, en fait. Enfin, si on regarde autour de nous, c'est malheureusement le cas. Enfin, que ce soit, je sais pas, nos habits avec les fibres synthétiques, que ce soit tous les objets en plastique en général, tout ce qui nous entoure, en fait. Et du coup, ça peut être un peu, je pense, déprimant d'avoir ce constat-là, mais le but, c'est de aussi voir que c'est un modèle qui nous est proposé par la société et que c'est pas forcément notre choix. Enfin, c'est pas quelque chose qui revient sur chaque individu, c'est pas la responsabilité de chaque individu comme ça qui ont cette culpabilité-là. Mais que du coup les gens puissent juste déjà prendre conscience de ça. C'est vrai que on sait tous qu'il y a du pétrole partout, mais on le voit pas forcément comme dépendance en fait. Et juste déjà pouvoir amener cette conscience-là que oui, c'est une dépendance, parce que honnêtement, si on enlève ce produit-là, on fonctionne plus. Du coup, oui. Voilà, si d'un coup on n'a plus de pétrole du jour au lendemain, c'est un peu comme une addiction. D'un coup, les gens sont à la recherche du produit et puis ça fonctionne plus. Donc, c'est essayer de déjà amener cette conscience-là. Après, qu'est-ce que ça procure chez les gens? Comment est-ce qu'on peut dépasser ça? C'est un autre chemin et c'est le même chemin, c'est la suite, mais c'est compliqué à savoir. Mais juste déjà avoir cette prise de conscience-là,
Et puis aussi le lien avec les stickers. En fait, sur les stickers, il y a des images très, très impactantes. Et puis, on sait tous que le réchauffement climatique amène des situations catastrophiques. Mais des fois, on peine à voir le lien direct, en fait, entre le pétrole et ces situations-là. On voit une sorte de chemin avec plein d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs, mais c'est bien de rappeler que c'est un lien direct, en fait. Donc, ouais. Peut-être aussi la raison pour laquelle on cible la mobilité. C'est aussi que c'est le secteur en Suisse qui s'est le moins décarboné depuis 30 ans. On pourrait se dire, bah voilà, on pourrait cibler l'agriculture, on pourrait cibler absolument tous les domaines de la société puisque tout fonctionne au pétrole, mais la mobilité, ça reste vraiment le truc principal qui fonctionne presque entièrement à l'énergie fossile, du coup on avait vraiment cette volonté-là. Pour faire une petite pause sur ces discussions, je voulais vous proposer un petit jeu. Donc je vous pose quelques questions sur votre expérience personnelle d'activisme et vous répondez spontanément ce qui vous vient à l'esprit. Ok. Ok, donc qu'est-ce que c'est le moment le plus effrayant que vous ayez vécu en action? Ou juste un coup de stress auquel Je vous dirais, pensez? moi c'était un blocage de route à Fribourg avec Renovate Switzerland où il y avait beaucoup de monde. En fait, c'était au centre-ville, du coup il y avait beaucoup de passants. Et nous, du coup, voilà, on a toujours ces coccinelles dont on parlait tout à l'heure qui sont là pour nous protéger, à la fois pour les informer. Mais malheureusement, on n'avait pas assez de coccinelles face au nombre de passants. Mais il y a la police qui était là pour gérer l'action parce qu'on bloquait la route, etc. En fait, c'est de constater à ce moment-là que la police ne foutait absolument rien. Ils me regardaient à 20 mètres de distance me prendre des coups et me faire cracher dessus. Et de me dire, en fait, ah ouais, c'est chaud, en fait, si là ça dégénère, eux, ils vont rien faire. Moi, j'avais déjà aucune confiance dans la police, mais là, ça fait beaucoup diminuer. Mais bon, heureusement, les coccinelles ont fait un travail de dingue ce jour-là. Ça devait être super dur pour elles. Elles m'ont tout à fait protégé. Elles ont désescaladé la situation d'une manière vraiment formidable. Donc, à la fin, je m'en suis tout allé bien. Heureusement. Toi, Césarine, t'as quelque chose à partager? Moi, c'était à une slow march à Viège, en Valais. Et c'était une slow march vraiment particulière, c'est aussi pour la campagne Renovate. C'était en 2023, je crois. Et puis, ouais, la population n'était pas très contente. Voilà. Et du coup, c'était assez impressionnant parce qu'on était sur la route, donc on marchait lentement avec nos pancartes. Et en fait, les gens étaient à nous observer, et puis c'était vraiment pas content. Puis c'est un peu désescaladé, honnêtement, avec beaucoup d'injures, des fois un peu des gestes brusques. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'est la police qui a décidé de nous escorter en partie à la gare, parce qu'ils avaient peur que sur le chemin, on se fasse agresser, parce que les gens n'étaient pas très contents. Donc voilà, c'est une autre expérience de police qui était intéressante, mais c'est vrai que c'était pas très rassurant. Donc, ouais. Merci. Maintenant, on va passer à un moment drôle que vous avez vécu dans le mouvement ou en action. Moi, je l'ai. Qu'on a fait l'action en décembre chez Tamoil, justement, c'était la première. Donc on était à la réception, donc on a perturbé la réception. Et puis il y a quelqu'un du groupe qui allait mettre des sortes de guirlandes qu'on voit sur les scènes de crime chez les policiers. C'était des choses qu'on avait récupérées. Puis il y avait des décorations de Noël. Puis cette personne allait mettre les guirlandes autour du sapin de Noël. Du coup, c'était assez drôle. On leur a décoré leur réception. Voilà. Ah, moi, c'était... À Fribourg, on avait fait une action anti-pub au Black Friday. On avait mis des draps sur les panneaux publicitaires illuminés parce que malheureusement, on peut pas les déboulonner. Maintenant, ils sont conçus pour que tu puisses pas le faire. Et on a mis ces draps et il y a un gendarme qui nous a arrêtés et pendant qu'on faisait ça. Et il nous a dit, je le laisserai anonyme, mais il nous a dit, ah, c'est bien ce que vous faites, je vous arrête pas cette fois. On était trop contents, puis on a un peu discuté avec lui et tout. Mais trop bien. Ça nous avait tellement surpris. Comme quoi, des fois, il nous réserve quelques bonnes surprises. Oui, c'est vrai. Et pour finir, si vous n'aviez aucune limite de moyens, c'est quoi une action que vous aimeriez organiser? Je sais pas si on a eu la même idée.
Non, je sais Ok. pas. Moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans le secteur d'aviation. Mhm. C'est difficile de faire des actions dans ce domaine-là parce que il y a beaucoup de frais et du coup, voilà. C'est pas toujours possible, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Je sais pas, essayer de faire le tour d'un aéroport. Voilà. Mhm. Si on n'avait pas de limite, ça serait génial. Mais je dirais un des premiers freins, c'est quand même la répression financière, enfin, surtout en Mhm. Suisse, avec la désobéissance civile. Donc, si on pouvait simplement avoir des moyens financiers euh, équivalents à ceux d'entreprise, on ferait vraiment des choses très intéressantes et je pense qu'on verrait des changements très sérieux dans la société. Mhm. Mais ouais, c'est un vrai frein, la répression. Mais je pense qu'on créerait de la disruption à un niveau incomparable à ce qui existe maintenant. Mhm. Parce qu'on pourrait être capable de bloquer une ville entière pendant 24 heures, par exemple. Et là, ça pose des vrais dilemmes nos politiques, parce que Mhm. ils sont obligés d'agir. Mhm. On va passer à la deuxième partie des questions qui sont un peu plus liées à l'état de la dépendance et puis plutôt un peu ce qu'on imagine vers l'avenir. Donc pour commencer et puis faire un peu un point de situation, qu'est-ce que vous pensez ou comment vous voyez l'état actuel de la dépendance au pétrole général ou en Suisse? Mm. Et est-ce que vous voyez une voie d'amélioration ou des choses qui se dessinent dans la bonne direction? Je trouve ça limite angoissant en fait de voir à quel point on est dépendant d'une substance, d'un produit. Enfin, je trouve ça très, très angoissant. Et puis ouais, je pense qu'on est très, très ancré dedans et qu'on peut pas fonctionner sans. Et là, je sais pas directement, j'ai pas forcément des alternatives ou des idées qui viennent. Euh, mais c'est sûr que ce serait vraiment souhaitable de ne pas fonctionner comme ça, d'avoir un autre modèle qui fonctionne sans cette dépendance-là. Donc ouais. L'état de la dépendance au pétrole en Suisse, je pense, comme presque partout dans le monde, il est catastrophique, mais surtout en Suisse, où on est un des pays les plus pollueurs et destructeurs au monde. Je le vois notamment dans la mobilité, où les gens se déplacent énormément en voiture en Suisse alors qu'on a un réseau de trains et de transport public qui est excellent, où donc il y a déjà une alternative existante, tout simplement, qui est rendue inabordable à cause parce que c'est pas assez subventionné, par exemple. Je vois la dépendance dans le domaine agricole, par exemple, où on utilise des engrais massivement. Et je pense qu'on a vu avec les risques, avec les blocages de pétrole liés à la guerre en Iran, comment ça peut fragiliser toute l'économie au niveau mondial simplement sur le point des engrais parce que euh, l'agriculture biologique ou permacole ou autre n'a simplement pas été rendue favorable par les gouvernements, par les lois, par les entreprises parce que c'est pas assez rentable. Mais à nouveau, il y a déjà des alternatives qui existent dans ce domaine, donc il y a des gens qui font un travail fou en bio, en permaculture là-dedans. Et un autre domaine où ça me fait vraiment bader, c'est le secteur hospitalier pharmaceutique, à quel point il est super dépendant de ça. En fait, sans pétrole, on n'est plus du tout capable de produire tous les médicaments dont on a besoin, tous les traitements, toutes les cures pour les gens. Et c'est là, je pense que dans la réflexion sur le pétrole, il faut aussi concevoir qu'est-ce qui est possible de faire ou pas dans la sortie de la dépendance. Et qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Et aujourd'hui, se déplacer, faire un Genève-Zurich en BMW, c'est pas prioritaire. Surtout quand il y a des trains, quoi. Ouais. Il y a plein de sorties qui sont déjà là, en fait, simplement, elles sont pas rendues souhaitables, favorables, à la fois socialement et économiquement. Tu parlais juste maintenant justement des alternatives ou des sorties possibles. Là, si aujourd'hui notre demande est entendue et partiellement comprise, appliquée, si on vit avec une réduction drastique de notre dépendance au pétrole, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui diffère? Quelles sont les solutions? Je pense que c'est ce que tu as déjà cité avant. Il y a plein de domaines qui sont fortement impactés. Et donc, notre demande, elle concerne en l'occurrence plus la mobilité. Donc, tu as cité d'autres moyens de se déplacer.
Et puis pour les autres domaines, ben oui, il y a des alternatives, mais il faut que du coup elles soient mises en avant, ce qui n'est pas forcément le cas, quoi. Mhm. Il y a un travail énorme à faire encore sur tous les domaines de la société. Mais si c'était mis en place, ce qu'on constaterait, je pense, ce serait un énorme ralentissement en fait, parce qu'il y a tout plein de choses qui sont plus possibles. C'est comme pendant le Covid, quoi. Juste, il y a plein de choses qui sont plus rendues possibles. C'est plus possible de faire Genève-Bangkok le week-end et, et des trucs comme ça. Et ça va désintensifier l'économie. Et en fait, la sortie de la dépendance, elle passe forcément par une décroissance à un moment ou à un autre. C'est juste pas possible de remplacer avec des quantités d'énergie équivalentes. Donc, ouais, ça passe par là. Et ça passe aussi, c'est prouvé par une augmentation du bien-être, une diminution du temps de travail. Et après, si ça s'accompagne de mesures sociales qui sont fortes et soutenues, ça peut vraiment amener vers un monde qui est bien meilleur à mon avis. On voit aujourd'hui à quel point c'est vraiment catastrophique. Enfin, les gens, ils vivent dans un état qui est terrible. Donc, ça peut que s'améliorer si on sort de cette dépendance. Et pour vous, du coup, s'il y a un élément concret qui est la chose où vous vous dites, ah mais si on sort de la dépendance au pétrole, ça c'est vraiment la chose dont je vais le plus profiter ou dont je me réjouis le plus. Est-ce qu'il y a un élément concret qui là vous motive, vous dit, ah ce serait vraiment quelque chose de super au moment où on sort de la dépendance? Un truc direct pour moi, c'est sur la santé en fait. C'est toutes les morts par pollution de l'air. C'est plus là, quoi. Et ça, c'est un truc de fou parce que ça tue des dizaines de milliers de personnes chaque année en Europe. C'est complètement ignoré, c'est rendu invisible. Et ça peut partir tellement vite si on fait des efforts là-dedans. Donc ce serait vraiment fou. Moi, c'est vraiment genre le secteur de la mobilité, du coup, le lien avec la pollution aussi, qui vient à l'esprit. Ouais. Donc où ça rendrait peut-être une mobilité alternative plus facile ou enfin. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton quotidien qui te moi changerait particulièrement? J'aime beaucoup prendre le train, donc pour moi de toute façon c'est quelque chose qui est sympathique. Mais il faut que ce soit des choses qui soient mises en avant et que ça donne envie en fait. Et pour l'instant c'est pas trop le cas, mais je pense que il y a des choses très bénéfiques. Je sais pas, prendre le train, avoir d'autres moyens de transport. Et on peut tout à fait s'y retrouver, quoi. J'ai juste envie de faire un rappel que la mobilité fossile, comme on parlait spécifiquement de ce secteur, ça tue aussi très directement. Enfin, les accidents de la route, c'est quand même 300 à 400 personnes mortes par an en Suisse chaque année. Et aussi, c'est tout ça de gens qu'on peut sauver en sortant du pétrole. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire parce que tous ces accidents, ils sont aussi liés à l'alcoolisme. Césarine, est-ce que t'aimerais ajouter quelque chose? Du coup, pour la suite de la campagne, là actuellement, on est en train de prévoir ce qu'on appelle le printemps d'action. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de continuer notre demande. On a prévu plein d'événements, que ce soit créatifs, un peu plus impactants. Et du coup, là, on se réjouit beaucoup de pouvoir continuer ça. Et on espère aussi que ça portera ses fruits chez les entreprises et que ça aura un certain écho, qu'on puisse aussi continuer notre travail de négociation. Donc ouais, ce sera chouette. Trop bien, merci beaucoup. On va juste finir avec 2 petites questions finales. Donc la première, ce serait si vous pouviez militer pour une autre organisation ou une autre lutte, laquelle ça serait et pourquoi? Moi, ce serait dans une autre organisation qui fonctionne avec la non-violence, parce que pour moi, la non-violence fait ses preuves d'un point de vue stratégique depuis des décennies. Et je pense que ce serait des mouvements qui se battent contre le spécisme. C'est vraiment une oppression fondamentale dans la société et qui massacre de manière organisée quand même des millions d'êtres sentients chaque année, rien que dans notre pays. Et c'est vraiment dégueulasse. Et à nouveau complètement invisible. Donc, ouais. Je pense que, comme toi, ce serait dans une organisation qui est non violente, qui a cette philosophie-là. On est allé à Londres avec quelqu'un d'autre du mouvement dernièrement pour rencontrer
organisations. On allait en train, je précise. Donc voilà, rencontrer d'autres organisations qui fonctionnent aussi avec la philosophie de la non-violence, qui sont actives dans plein d'autres pays. Et puis, si j'étais dans un autre pays, je pense que je m'investirais aussi là-dedans. Et puis, ils font vraiment un travail incroyable, du coup, voilà. Et sinon, peut-être dans un autre domaine, je pense que je suis assez touchée par tout ce qui est violence liée aux femmes. Et du coup, ce serait un domaine dans lequel j'aimerais aussi pour avoir plus de temps pour militer. Donc ouais. Pour finir cet épisode, si vous pouviez inviter quelqu'un ou quelqu'une dans ce podcast, ce serait qui ou pourquoi? Ça peut être réaliste ou pas du tout. Ça peut être quelqu'un en vie ou plus en vie. Donc, juste quelqu'un qui vous inspirerait de voir dans ce podcast. Très réaliste et possible, ce serait Virginia Marcus de Coexister. Parce qu'elle a vraiment réussi à faire transitionner des agriculteurs qui tuaient du coup leurs animaux pour l'élevage vers des pratiques véganes et antispécistes. Je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais qu'on puisse faire la même chose avec, par exemple, des dirigeants d'entreprises pétrolières. Et je trouve que ce serait intéressant de voir sa perspective sur ce genre de transition. Sur des gens fictifs, je pense, plein de figures historiques de la non-violence qui, je pense, sont plein d'apports éclaircissants à nous apporter, à nous rappeler pour nos stratégies en tant qu'activistes et militantes. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir inviter Cyril Dion parce que, je sais pas, je suis très touchée par tout le travail qu'il fait. Donc ouais, ce serait incroyable, juste pouvoir rencontrer cette personne. Et sinon, comme j'ai dit, tous les gens que j'ai rencontrés récemment à Londres, toutes ces organisations qui sont dans plein de pays, puis d'avoir des gens qui vraiment veulent faire changer des choses et se rendre compte que c'est dans plein de pays le cas et puis qu'on n'est pas tout seul non plus. Ouais, je trouve que c'est important de donner la voix à ces personnes aussi. Du coup, ce serait incroyable de pouvoir juste faire un épisode où on échange sur qu'est-ce qu'on fait dans chaque pays. Donc voilà. Merci beaucoup, Riwal et Césarine, d'être venus pour ces discussions très intéressantes. Merci à toi. Cet épisode touche déjà à sa fin. Depuis son enregistrement, de nombreuses choses se sont passées. 9 actions ont été menées en moins de 2 mois, comptant plus de 200 participations et des dizaines d'articles de presse. Notre demande est entrée dans la sphère publique et c'est exactement ce que l'on voulait. Et suite à nos demandes et actions, plusieurs entreprises de distribution de pétrole nous ont donné réponse, et certaines sont même prêtes à apposer nos stickers d'avertissement dans leurs stations essence. La grande fêtière des entreprises pétrolières Avenergy a répondu à nos demandes de contact, et à l'heure où je vous parle, il reste quelques jours avant que nous les rencontrions. Cette phase de printemps d'action touche donc à sa fin, mais la campagne, elle, ne fait que commencer. Dans les prochains épisodes, tu en sauras plus sur la préparation de la campagne, et on t'embarquera même dans une de nos actions. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la suite et de partager cet épisode autour de toi. Comme d'habitude, tu retrouveras toutes les informations et liens utiles en description de l'épisode et je te dis déjà à très bientôt.